bonjour à tous. Nicolas Molina pour Excellence sportive Laurentide. Donc, aujourd'hui, pour la capsule KIN, on va parler de gérer la charge d'entraînement chez les athlètes adolescents. Donc, pourquoi je me suis penché sur ce sujet-là? C'est parce que j'ai remarqué beaucoup de fatigue chez les jeunes. Donc, je pense que aussi il y a toute la pression d'avoir un élève qui va être un élite. Donc, dans l'exemple avec Laurent Duvernay-Tardif au niveau de la NFL, ou un élite comme combattant ou dans la philosophie d'avoir le meilleur jeune possible. Donc, c'est ça qui m'a amené à penser à ce sujet-là. Donc, l'étude que je vous présente aujourd'hui est une étude par Andrew Murray. Dans le fond, c'est une méta-analyse de tout ce qui était disponible sur le sujet du monitoring pour la charge d'entraînement chez les adolescents. Donc, ça vient de Human Kinetics. Puis, c'est vraiment pour aider à diminuer les risques de blessures aussi là, et diminuer les burn-out chez les jeunes adolescents. Donc, comment l'étude est faite? Dans le fond, on parle un peu du côté un petit peu plus psychologique au niveau du phénomène du développement des athlètes. Là, donc, d'où la photo de 300. Là, donc, dans le temps des Grecs, là, il y avait vraiment l'enfant était retiré à 7 ans puis entraîné pour devenir un soldat. Donc, à ce moment-là, c'est comme transposé un peu aussi là, dans l'entraînement du super athlète. Donc, la spécialisation active et tout, qui nous amène à avoir des super athlètes pour avoir le meilleur athlète au monde. Donc, après ça, c'est comment on devrait voir la chose maintenant avec la science, donc les préoccupations scientifiques pour développer les athlètes dans leur ensemble. Puis après ça, on parlait un peu de comment avoir le dosage et l'adaptation en entraînement pour éviter et diminuer les risques de blessures. Puis c'est basé sur quelles données, en fait, là, pour justement avoir cette charge d'entraînement-là et être capable de juger de son impact sur le jeune qu'on entraîne. Donc, dans ça, ce qu'on a vu dans l'étude, c'est qu'on est allé chercher trois outils. Donc, le Bradford Factor, qui est un outil un petit peu plus style corporatif là, pour les jours d'absence et tout, fait qu'on pourra y revenir plus tard quand on va parler du Bradford. Ensuite, il y a aussi le changement de coach qui était aussi un élément qui est ressorti dans une étude, et les biomarqueurs comme la créatine kinase. Donc, allons-y tout de suite avec le Bradford Factor. Donc, le Bradford Factor est en fait une échelle pour l'absence, donc qui nous montre aussi un petit peu le manque de consistance. Donc, pour l'appliquer chez les jeunes, c'est ce qui serait un peu plus important d'aller voir. Là. Donc, c'est pas nécessairement là, selon ton score de faire tu es hors du programme parce que tu n'as pas été constant, mais c'est aussi de réajuster un peu l'entraînement puis la planification peut-être pour les jeunes, dans le sens où si un athlète manque beaucoup de fois, mais on peut voir que la formule, c'est le nombre d'absences au carré fois le jour d'absence. Donc, à ce moment-là, ça nous amène à penser, est-ce qu'il est surtaxé? Est-ce qu'il est trop fatigué? Il y a plusieurs questions qui peuvent se poser pour, après ça, nous aider à mieux modifier et mieux améliorer aussi notre planification annuelle ou à long terme. Faut noter aussi que les blessures chez les jeunes, il y a au moins 20% des blessures qui sont sévères. Ça veut dire 4 semaines plus et plus de off d'entraînement, tout simplement parce que ça fait c'est plus long. Puis il y a 40% qui vont apporter des blessures plus chroniques. Donc, on peut penser à la constance d'entraînement. Donc, si on veut vraiment développer un athlète, bien évidemment, on doit l'avoir sur le terrain pour le développer. On ne peut pas le développer à la maison pendant qu'il n'est pas là. Donc, une meilleure constance, donc un score moins élevé, pourrait être indicatif d'une meilleure préparation physique. Ensuite, si on se tourne vers le changement de coach. Donc ici, dans le tableau, ce qu'on peut voir, c'est en jaune, on a le coach numéro 1, en vert, le coach numéro 2 et en bleu, le coach numéro 3. Donc, on peut voir qu'ils ont différentes approches, différentes philosophies. Donc, ce qui voulait être apporté ici comme point, c'est vraiment plus que le changement de coach va apporter aussi des risques
et des facteurs de risque par rapport aux jeunes. Donc, si on pense à un jeune qui passe de faire plein de sport à arriver dans un programme sport-études et qui n'a aucune expérience d'entraînement, bien, s'il commence avec un coach qui fait du gros wave loading, puis avec l'intensité, puis le volume, bien, il n'est peut-être pas adapté à ça. Tandis qu'un coach plus peut-être progressif. Donc, il y a quand même un facteur de risque de blessure par rapport à la philosophie du coach. Puis, souvent, on regarde souvent pour s'inspirer du sport adulte, du sport vraiment plus haut niveau pour entraîner les jeunes, mais il faut quand même toujours revenir un peu à la base avec les jeunes pour se dire, ben, je ne peux pas entraîner mon jeune comme un adulte encore parce qu'il n'est pas rendu à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment prendre ça comme un développement à long terme. Donc, je pense que la philosophie du coach doit changer aussi un petit peu, là, surtout dans l'entraînement de jeunes athlètes. Ensuite, l'étude relevée avec le biomarqueur de la créatine kinase, en fait, c'était pour démontrer que chaque athlète est quand même différent et individuel. Donc, oui, on a souvent des groupes, oui, des équipes sportives et tout, mais il faut se rappeler aussi que chaque athlète est individualisé. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les performances ou les entraînements répondent de la même façon chez tout le monde. Donc, ici, on voit qu'une réponse en 5 jours pour un athlète d'endurance, ben, il est allé chercher 5 fois plus de créatine kinase disponible dans son système. Donc, à ce moment-là, lui a très bien répondu, mais peut-être qu'un autre à côté de lui, ben, il ne serait pas allé chercher autant. Donc, c'était pour parler un peu plus de l'individualité de tous et chacun. Donc, suite à ça, ben, on a des résultats et des recommandations, c'est sûr. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas encore assez d'études qui sont faites chez les jeunes. Donc, ça devient quand même une faiblesse là, pour aller vraiment s'informer et tout. Donc, ça reste quand même un laboratoire, si on veut. Après ça, ben, j'ai parlé de la philosophie. Donc, on entraîne les jeunes comme les adultes. Donc, il faut penser que ce ne sont pas encore des adultes, ils sont encore en apprentissage. Ensuite, ben, la spécialité hâtive va aussi augmenter des facteurs de risque de blessure. Ça, on va pouvoir le voir avec le temps d'entraînement, la recommandation pour le temps d'entraînement qui devrait être moins grande que l'âge de l'athlète. Donc, si on pense à des spécialisations hâtives comme la gymnastique, où des jeunes de 13 ans ben, vont s'entraîner 20 heures semaine, mais après ça, on peut faire la corrélation plus tard, pourquoi elles sont toutes pétées et sont toutes blessées ici et là. Ben, c'est parce qu'il y a peut-être eu un surménage à ce moment-là au niveau de la charge de travail qu'un corps de jeune athlète devrait soutenir. Ensuite, ben, il y a la question de tous les outils aussi qui se posent. Donc, quels outils on a pour faire la charge de travail, là, donc pour avoir une gestion de charge de travail. Donc, il y a le RPE, mais c'est un outil qui est déjà en jeu parce que c'est quand même assez objectif. C'est je dirais plus subjectif là, par rapport aux jeunes. Donc, si le jeune n'a pas une bonne idée de c'est quoi le RPE, ben, c'est sûr que ça vient entacher un peu les résultats. Donc, à ce moment-là, ben, est-ce qu'un RPE mélangé avec des données plus objectives comme le volume, l'intensité, les sauts comme au volleyball, on peut voir que les risques d'avoir le jumper knee augmentent à chaque heure de plus par semaine que ton âge. Donc, supposons qu'un athlète de 15 ans s'entraîne pendant 20 heures semaine, mais les 5 heures de plus sont toujours un risque de développer le jumper's knees. Ensuite, ben, si on se pense plus vers le baseball, ben, on a vu comme un facteur U-shape qui fait en sorte qu'avant 600 lancés, il n'y a pas vraiment d'incidence sur les blessures d'épaule. Dépasser 600 lancés, ben là, on commence à augmenter les risques de blessures à l'épaule. Donc, à ce moment-là, c'est le lancer, le volume de lancer peut quand même être quantifié, ce qui fait en sorte qu'on peut quand même venir jouer un peu avec le volume et diminuer les risques de blessures éventuelles. Puis, il y a aussi une recommandation qui nous dit que ben, les jeunes devraient avoir une journée de repos, au moins complètement off là, de sport par semaine, pour vraiment pouvoir mieux gérer toute cette charge-là. Puis, autant que la spécialisation active peut être un facteur de risque, ben, on parle
ne pas trop spécialiser les jeunes au début de leur cheminement athlétique pour ne pas aller trop vite dans un temps d'entraînement supérieur à leur âge. Donc, la conclusion de ça, ben, c'est que je vais le lire en anglais, mais adolescents athletes are on a journey to adulthood and their development should be seen always as a long-term project. Donc, je pense que pour développer des athlètes résilients et diminuer le risque de blessure, ben, on doit voir ça comme un projet à long terme et non pas comme je veux un athlète performant maintenant, tout de suite. Ça reste que si les pics dans le sport, comme supposons dans le track and field, ben, sont vers 20-25 ans, ben, à ce moment-là, ça ne sert à rien de le spécialiser puis d'aller le faire entraîner comme un jeune, comme un adulte déjà élite. C'est un développement à long terme, donc il va piquer plus tard éventuellement. Ensuite, dans les applications pratiques, ben, c'est sûr que ça reste au budget au niveau de tout le monde. Donc, il y a des outils qui sont plus réalistes que d'autres à utiliser aussi. À ce moment-là, le RPE devient quand même un petit peu plus réaliste parce qu'il est très peu coûteux, sauf qu'il demande une charge de travail supplémentaire. Donc, après, c'est de voir aussi la réalité de tous et chacun sur les plateaux d'entraînement, sur la gestion des sports pour voir qu'est-ce qui est possible. Donc, dans une autre étude connexe, je suis allé chercher un tableau qui nous démontre un petit peu plus à ce moment-là ce qu'on peut voir. Donc, on a dans la première encadrée rouge le coût de l'outil. Donc, on peut voir le RPE est dans la première, donc on est à low cost. Ensuite, on a aussi la facilité d'utilisation, donc on est à high.RPE. Ensuite, la valeur ajoutée d'un RPE, donc à moyenne à élevée. Puis, dans la dernière colonne ici marquée, ben, il y a une interprétation aussi, donc au niveau du jeune ou de la présentation de l'échelle. Donc, il peut y avoir quand même une certaine dissonance là. Donc, j'aimerais remercier nos partenaires de nous permettre de pouvoir faire des capsules KIN et de vous amener du contenu éducatif. Merci à tous.